ce qui était un engagement que nous avions pris au mois de septembre, qui n'était pas gagné d'avance. Et donc ces 5,4 respectés nous permettent d'avoir un socle stable, fixe, solide, qui permettent d'engager évidemment un certain nombre de mesures pour l'année prochaine. Être à 5% de déficit est un horizon qui me semble complètement tenable au moment où je vous parle. Et il ne faut pas que nous le lâchions. C'est ce qui a pu aussi expliquer peut-être quelques mouvements d'humeur entre le ministre Lescure et le Sénat, mais que 5,3% du déficit n'était pas quelque chose d'acceptable pour nous. Et donc nous le redisons de la manière la plus calme et la plus respectueuse qui soit ici même. En tout cas, si votre question était est-ce que nous voulons y arriver? La réponse est oui. Est-ce que nous voulons y arriver avec l'esprit de compromis comme celui qui a été le nôtre pour le PLFSS? La réponse est oui. Est-ce que nous voulons y arriver avec l'approche qui soit la moins partisane possible? La réponse est oui. Le bloc est peut-être central, il n'est pas monolithique, mais je crois que l'ensemble des morceaux de cet hémicycle ne sont pas monolithiques non plus, si j'ai bien tout compris depuis 3 mois. Et donc tout cela doit nous amener normalement à pouvoir y arriver. En tout cas, Monsieur le Président Vallot, on doit y arriver pour la France et pour les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Monsieur Jean-Didier Berger pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Budget. Depuis le début de cette séquence budgétaire, nous avons, avec le Président Wauquiez et mes collègues de la droite républicaine, eu une attitude constante, claire et responsable. Éviter le blocage institutionnel, mais refuser toute augmentation d'impôts dans le pays déjà le plus fiscalisé du monde. La Cour des comptes a été claire sur le sujet. Oui, Monsieur le Premier ministre, 2025 marque le début du redressement des comptes publics, mais à 100% par l'augmentation de la fiscalité et à 0% par la baisse de la dépense publique. La France qui travaille n'en peut plus. La France qui travaille, la France qui entreprend, voit chaque année l'État augmenter les prélèvements obligatoires sans résultat significatif sur le service public. Plus l'État voit des déficits augmenter, plus il augmente les impôts. Plus il augmente les impôts, plus les Français épargnent, moins ils consomment, moins il y a de croissance et plus il y a de déficit. Il est urgent de sortir de ce cercle vicieux. Alors oui, bien sûr, ici, dans cet hémicycle, face à la grande alliance, parce que vous avez parlé d'un décalage horaire, mais il n'y a pas de décalage horaire entre le Parti socialiste et le Rassemblement national qui votent main dans la main tous les impôts supplémentaires. Oui, nous avons obtenu avec la droite républicaine un maximum de victoires pour nettoyer un maximum d'impôts, pour protéger les Français qui travaillent, pour protéger les entreprises, protéger les salariés comme les retraités, protéger les Français des augmentations sur les chèques vacances, les chèques restaurants, sur l'épargne, sur les pensions alimentaires. Et en contrepartie, nous avons proposé des baisses de dépenses publiques importantes sur l'État, sur les agences, sur l'immigration. Nous avons proposé également l'allocation sociale unique plafonnée pour faire en sorte que les revenus du travail payent toujours davantage que ceux de l'assistance. Alors, Madame la Ministre, ma question sera simple. Allez-vous enfin, en 2026, oser la baisse de la dépense publique? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Berger. Je retiens d'abord une phrase très importante de votre question, c'est celle de votre refus du blocage institutionnel. Et je m'appuie sur cette phrase pour savoir compter vraiment sur l'engagement de vous tous, députés de la droite républicaine, avec le très grand travail que je veux moi aussi saluer de votre rapporteur général, de notre rapporteur général ici dans l'Assemblée, Philippe Juvin, pour que nous ayons une loi spéciale qui soit la plus courte possible, parce que le blocage, assez vite, on le sait, viendra de l'absence de budget. Deuxième élément que je veux ici souligner, c'est que dans le 5,4% de déficit qui sera tenu et que nous savons tous ici être bien sûr beaucoup trop élevé, il y a eu un effort inédit de l'État qui en 2025 a fait 23 milliards d'euros d'économies qui ont été là pour compenser, je le dis là aussi très factuellement, la hausse modérée des dépenses des collectivités, mais la hausse plus substantielle des dépenses de sécurité sociale. Ces 23 milliards d'euros d'économies, il ne faut pas les passer pour pertes et profits. Ils ont été réalisés, c'est le fruit d'un très grand effort, c'est le plus grand effort de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État depuis 25 ans. Alors maintenant, pour ce qui est de l'avenir, vous m'interrogez sur, au fond, ce que nous voulons faire dans l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Je suis d'accord avec vous, je crois que sur ces bancs, nul ne souhaite mettre à mal la croissance économique, nul ne souhaite mettre à mal les Français qui travaillent, nul ne souhaite mettre à mal, au fond, ce qui fait notre prospérité d'aujourd'hui et de demain. Et vous le savez, dans la copie du gouvernement, nous avions proposé une répartition, 2 tiers portaient sur la baisse de la dépense,
un tiers sur une hausse des recettes. Ce qu'il me semble aujourd'hui, c'est que nous devons faire œuvre de compromis, comme vous l'avez, je crois, très décisivement fait sur le PLFSS. Je pense aux mesures que vous avez proposées sur les heures supplémentaires, je pense aux mesures que vous avez proposées sur les pharmaciens, et que dans ce même esprit de compromis, nous sachions trouver ce qui nous permette d'avancer pour le pays, qu'il n'y ait pas de blocage, et au fond, je le dis en un mot, pas de trêve ni de grève, du compromis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, avec l'abandon de 49.3, nous décidons, mais vous pouvez toujours proposer, amender, et nous serons sensibles à toutes les propositions qui iront dans le sens de la baisse de la dépense publique. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste et social. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, qui n'est plus Monsieur Retailleau, mais Monsieur Nunes, et c'est une précision importante. Les régularisations des personnes étrangères se sont effondrées de 42% en 9 mois depuis la circulaire Retailleau, d'après le quotidien Le Monde. Cela donne même lieu à une espèce de compétition mortifère entre les préfets, à celui qui aura le meilleur chiffre. Nous observons tous et toutes la difficulté de soutenir ces personnes. Une lettre d'un ou une députée peut même être illico la notification d'OQTF. Même des personnes qui travaillent depuis des années dans des secteurs difficiles comme le nettoyage ou l'aide à la personne se voient notifier une obligation de sortie du territoire. Plus de secteurs en tension, plus de valeur travail, plus de droits fondamentaux. L'administration française brise ainsi des familles, des parcours de vie, transformant des hommes et des femmes en simples chiffres dans des tableaux Excel. Zoran Mamdani, maire de New York, a fait il y a quelques jours une vidéo donnant des conseils aux personnes pouvant être arrêtées par le service de l'immigration américain. Il finissait en disant qu'il se battrait toujours pour soutenir, protéger et célébrer nos frères et nos sœurs migrantes. Dans votre folie expulsative, percevez-vous l'immense humanité de ce discours et son caractère essentiel dans un monde qui bascule dans la haine? Ma question est simple. Nous entrons dans les fêtes de fin d'année. Ferez-vous une trêve dans les reconduites à la frontière? Vos pas s'inscriront-ils dans ceux de Monsieur Retailleau ou dans ceux de Monsieur Mamdani? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Rousseau. Je voudrais rappeler quand même les fondamentaux, c'est qu'on applique les lois et les règlements de la République et que le droit au séjour dans notre pays, il doit être justifié par des motifs et par une entrée régulière sur le territoire national. Et donc c'est bien légitimement que nous prenons des obligations de quitter le territoire français quand les étrangers ne sont pas en situation régulière, et cette politique ne va évidemment pas s'interrompre. De la même façon que ne va pas s'interrompre la politique qui vise à régulariser à titre exceptionnel un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière parce qu'ils remplissent un certain nombre de conditions que les préfets apprécient seuls et de manière discrétionnaire dans le cadre maintenant de la loi, soit pour des motifs humanitaires, des motifs personnels, ou voire parce qu'ils travaillent dans des métiers en tension dont les listes ont été fixées et rendues publiques récemment. Donc cette politique va se poursuivre. Elle ne crée pas un droit, elle ne crée aucune automaticité, elle ne crée pas un droit opposable, et le Conseil d'État d'ailleurs l'a confirmé en validant la circulaire de Bruno Retailleau du 23 janvier 2025 sur laquelle, Madame la députée, je vais sans doute vous décevoir, mais je n'envisage pas, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette circulaire, mais d'en faire une application, qui est celle qui est faite, une application avec beaucoup d'humanité. Vous dire aussi, Madame la députée, je tiens à rappeler que l'admission exceptionnelle au séjour, dans la primo-délivrance de titres, ne représentait par le passé que 10% des titres. Et nous sommes tombés, avec les chiffres que vous avez donnés, à un peu moins de 7%. Voilà. Tout ça, sans doute, pour relativiser un peu vos inquiétudes. On va continuer à appliquer l'admission exceptionnelle au séjour, avec des critères plus restreints, qui sont faits pour tenir compte de l'intégration aux valeurs de la République et au fait qu'il n'y ait pas de menace pour l'ordre public, ce qui me paraît quand même une politique de saine et de bonne gestion. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Donc la réponse est claire, vous vous inscrivez dans les pas de Monsieur Retailleau. C'était pas la peine, Monsieur Lecornu, du coup, de démissionner, puisque manifestement la politique n'a pas changé. Et à l'heure où on va chercher les racines de l'identité française de Vercingétorix à Saint-Louis, rappelons qu'en 1789, nous édictions la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. 4 ans plus tard, était considérée comme française toute personne qui réside, contribue à la société et adhère aux principes français. Ces droits
droits ne sont pas qu'une feuille de papier, ce sont nos valeurs françaises, bien françaises, toutes françaises, n'en déplaise à Monsieur Retailleau. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Madame Maud Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre des Comptes publics. Il y a un an, le cyclone Chido frappait Mayotte avec une violence inédite. Bilan, des dizaines de pertes humaines, 17 000 logements endommagés, plus de 4 000 familles déplacées, des écoles, des routes, des exploitations agricoles ravagées, près de 60% des réseaux électriques et hydrauliques touchés, et actuellement nos amis mahorais sont dans l'obscurité. Un an après, chacun à Mayotte vit encore avec les traces de cette catastrophe. L'État a réagi vite. Mobilisation de la sécurité civile, fonds d'urgence, premières enveloppes votées dans les lois d'urgence et de reconstruction de 2025. Mais sur les 420 millions d'euros annoncés, seule une partie a été effectivement engagée ou décaissée. Plus de 2000 dossiers d'indemnisation sont en attente et l'accès à l'eau reste instable dans 6 communes. À cette lenteur administrative s'ajoute désormais un contexte institutionnel et budgétaire particulièrement préoccupant puisqu'aucun budget de l'État n'est adopté à ce jour. Le recours à une loi spéciale n'est pas sans conséquences pour l'éducation des enfants, nos hôpitaux, nos agriculteurs, nos commerçants, nos collectivités. Et pour Mayotte, cela l'est d'autant moins que 2026 n'est pas une année comme les autres. Car pour la première fois, il faudra y financer 2 budgets distincts, celui du département et celui de la nouvelle région de Mayotte, dont la création est désormais actée et attendue par la population. Cette évolution institutionnelle majeure exige des crédits clairs, sanctuarisés et anticipés, notamment pour la reconstruction post-Chido, la remise à niveau des infrastructures et la relance économique. Mayotte ne doit pas être victime d'un gel budgétaire national. Elle a besoin de visibilité, de continuité et d'un engagement ferme de l'État. Alors, Madame la Ministre, où en est précisément l'exécution des crédits votés en 2025 pour la reconstruction et comment le gouvernement garantit-il, malgré l'absence de budget, la sécurisation des financements nécessaires aux 2 budgets mahorais? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la députée, d'abord je pense que nous avons tous ici pleine conscience de la difficulté de la vie quotidienne et de la difficulté de la reconstruction à Mayotte un an après ce terrible cyclone. D'abord, il y a une bonne nouvelle pour Mayotte, c'est que le PLFSS a été voté par vos soins et que dans le PLFSS voté par vos soins, oui monsieur le député, il y a une bonne nouvelle, eh bien nous allons pouvoir à la fois anticiper l'application de la LODEOM à Mayotte au 1er juillet et nous allons pouvoir investir 122 millions d'euros pour la rénovation du centre hospitalier de Mamoudzou. Là, il faut quand même souligner l'impact d'un budget voté parce que ce sera visible dans la vie des Mahorais. La deuxième chose que je veux ici dire avec évidemment beaucoup de force et notamment en lien avec Laurent Nunez et tous les services notamment qui sont en charge de la sécurité civile, évidemment la continuité de l'État, la sécurité des Français partout est une priorité et il n'y a pas de loi spéciale pour la sécurité civile et les urgences, qu'elles soient sanitaires, on le voit avec la crise agricole en France, ou qu'elles soient humaines. Et donc je veux vraiment rassurer, nous ne gelons pas nos capacités d'intervention face aux urgences, notamment quand la vie humaine est en jeu. Après, vous avez raison, Madame la députée, quand il n'y a pas de budget, il y a des choses qui ne sont pas comme quand il y a un budget. Et donc oui, nous allons évidemment intégrer pleinement les enjeux de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Nous allons créer ce programme interministériel, ce fameux PIT, qui va être doté de 4 milliards d'euros jusqu'en 2031, avec un engagement d'avoir 675 millions d'autorisations d'engagement dès 2026. Mais cet argent dont je vous parle, il ne sera visible, tangible et donc au fond actif à Mayotte que quand nous aurons un vrai budget. Je ne doute pas que les députés seront d'accord avec cette proposition. Il faut qu'il soit voté le plus vite possible. Nous avons là un exemple flagrant qu'il ne faut pas laisser notre pays trop longtemps en loi spéciale, sinon ce sont les écoles, les réseaux d'eau, le futur aéroport à Mayotte qui sont en attente. Donc notre engagement est total, nous avons besoin d'un budget. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent Monsieur Christophe Nejlen, président du groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, les entreprises ne sont riches que des hommes et des femmes qui les composent.
Et en cette veille de Noël, j'ai une pensée particulière pour les 96 salariés d'Astil-Flash, Lorraine, à Cleury, et leurs familles qui ont vu leur entreprise fermer, alors que dans le même temps, se développent des sites de cette entreprise en Tunisie et en Pologne, et que l'État français est actionnaire de certains clients. Mais je regrette aussi qu'un fleuron de notre industrie française, de notre industrie vosgienne, l'entreprise Debuyer, au Val d'Ajol, fournisseur historique de l'armée, ait perdu une partie de ce marché au profit d'un fabricant chinois. Monsieur le Premier ministre, l'affaire Shein ou la taxe sur les petits colis ne sont en réalité que des pansements. C'est l'arbre qui cache la forêt du mal-être fiscal et normatif qui frappe les entreprises françaises et l'entrepreneuriat dans sa globalité. Les normes imposées à nos entreprises sclérosent notre économie. Et en tant que co-rapporteur du projet de loi sur la simplification de la vie économique, et malgré le travail effectué, il faut reconnaître que ce ne sera pas le grand soir. Et je vous le rappelle, 3/4 des normes sont issues de l'administration et donc de vos ministères et non pas du travail ici à l'Assemblée des parlementaires. Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous demander à vos ministres la suppression de ces normes ou de ces SERFA qui bloquent notre pays ? Sachant que, selon une étude de l'Union des industries textiles, 84% du chiffre d'affaires d'un producteur français bénéficie à l'économie française et seulement 35% pour un importateur, quand et comment comptez-vous mieux protéger les entreprises françaises en mettant en place, notamment dans les marchés publics et dans les achats d'entreprises dont l'État est actionnaire, une priorité pour nos entreprises? Merci beaucoup, Monsieur le Président de groupe. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Negelen, à mon tour de m'associer à vos pensées pour les différents salariés des deux entreprises que vous avez citées, peut-être aussi saluer votre investissement personnel sur l'avenir ou ce qui s'est passé sur l'entreprise Astil-Flash. Vous avez rencontré vous-même le ministre de l'Industrie, les services de l'État de votre région, de votre département ont été largement mobilisés, y compris pour faire le suivi du plan de sauvegarde. Et vous l'avez dit, donc je n'y reviens pas dans le cadre de votre question sur la nécessité de suivre justement ce dialogue social avec une moyenne d'âge en plus des salariés qui est entre 40 et 50 ans et qui nécessite des efforts importants de replacement. J'ai redemandé au ministre à la suite, en tout cas en préparation de cette question au gouvernement, de se tenir à vos côtés pour répondre à ces différentes demandes. L'autre entreprise que vous citez, Buyer, qui fabrique des équipements de cuisine, notamment historiquement pour nos armées, pose au fond la question de la manière dont sont rédigés nos appels d'offres. Il y a un sujet juridique, de droit européen, de respect de la concurrence, il y a un aspect économique, faire en sorte que, évidemment, l'offre et la demande conduisent à ce que les prix soient les plus bas possibles. Enfin, on le voit bien que sur un certain nombre de marchés publics, y compris ceux du ministère des Armées, une incompréhension progressive s'installe, puisque même si nous ne sommes pas sur des matériels qui sont au fond dans le cœur de la souveraineté, pas un missile nucléaire évidemment, mais enfin, on voit bien que la manière dont sont passés ces marchés interrogent de plus en plus. Moi, j'ai demandé à la DGA, lorsque j'étais ministre des Armées, la ministre Vautrin va poursuivre ce travail, de redonner de la visibilité sur la manière dont sont construits ces marchés publics. Ce qui m'amène aussi peut-être à nous projeter sur les quelques semaines qui vont venir en matière de plan de travail, de ce que nous devons accomplir. Bon, moi je l'ai annoncé au Congrès des maires, je vais signer le décret d'ici la fin de l'année, on va pérenniser le seuil de 100 000 € de marché public pour les travaux. C'est particulièrement important pour les collectivités territoriales, c'est important pour l'ensemble des entreprises du bâtiment des travaux publics et on va rehausser le seuil de 40 à 60 000 € pour les marchés publics, pour les fournitures. Et là, pour les collectivités locales, ça a un aspect absolument clé, mais surtout, ça va permettre à beaucoup d'entreprises d'avoir un véritable choc de simplification parce que ces rehaussements de seuil, évidemment, vont nous permettre d'avancer. Ensuite, pour la simplification dont vous parlez, la réalité c'est qu'elle est compliquée cette simplification. Parce qu'on le voit bien quand on a des initiatives parlementaires comme le projet de loi que vous avez suivi, au fond personne n'est d'accord.
Parce que déjà, il y a un peu de centralisme. On veut que depuis Paris, tout soit complètement égalitaire et géré partout de la même manière. Or, on le sait bien, il ne pourra y avoir de la simplification que s'il y a une véritable différenciation territoriale. Ce n'est pas forcément gagné en fonction des circonstances ou des situations qui sont locales. Ça, je pense qu'il faudra y revenir, c'est absolument clé. La deuxième des choses, pour être clair, et la ministre vient de le dire, il faudra un budget au mois de janvier. Parce qu'une part de nos entreprises, par définition, ont besoin d'une visibilité fiscale. Seul le budget de l'État permettra évidemment de leur donner. Puis enfin, ce que le ministre Serge Papin et ses collègues ont commencé à faire, c'est évidemment la protection commerciale à nos frontières, la capacité à, on l'a vu avec la plateforme Chine, notre capacité collective à avoir un droit commercial de l'Union européenne qui soit beaucoup plus protecteur encore de nos acteurs économiques à l'intérieur de nos frontières. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Je voudrais interroger le gouvernement sur la future politique agricole commune qui est l'une des plus anciennes politiques européennes. À l'heure du libre-échange mondial, l'Union européenne éprouve de réelles difficultés à négocier. Après les taxes douanières américaines, notamment sur les vins et spiritueux, c'est aujourd'hui la Chine qui met en place des droits de douane sur les produits laitiers. La France et l'Union européenne exportent dans le monde des produits agricoles avec des standards de production très exigeants. Que ce soit du point de vue sanitaire, alimentaire, environnemental, social ou même de bien-être animal. La signature de l'accord du Mercosur qui est remisé à ce jour continue de soulever de réelles questions dans le monde agricole, tant en termes de réciprocité des règles de production que d'application des clauses de sauvegarde censées défendre les intérêts de l'agriculture européenne, mais aussi des agriculteurs français. N'oublions pas non plus les accords spéciaux avec l'Ukraine qui perturbent les marchés agricoles européens et français, notamment sur les filières de la volaille. Pendant que l'on porte le regard sur les traités d'échange internationaux entre l'Union européenne et ses partenaires, il demeure une question majeure, supérieure à toute autre pour l'avenir de l'agriculture française et européenne, c'est celle de la politique agricole commune de 2027, la PAC 2027. Quelle stratégie pour le maintien d'une agriculture prospère en France et en Europe et quel budget de la PAC pour garantir la vitalité et la souveraineté de l'agriculture française et européenne? Quelles sont les positions de la France, du gouvernement, Madame la ministre de l'Agriculture, tant en termes de montant de la future PAC que de stratégie opérationnelle pour les années à venir? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Je voudrais tout d'abord saluer votre parfaite connaissance des sujets agricoles. Nous avons souvent sur ces bancs débattu ensemble sur ces sujets. Alors, votre question porte essentiellement sur l'international. C'est vrai qu'une grande partie des questions agricoles ont trait aux relations internationales et aux décisions qui seront prises singulièrement au niveau de l'Union européenne. Je vais, si vous le voulez bien, me concentrer sur la question de la PAC parce que je crois que c'est là-dessus vraiment que vont vos interrogations. La politique agricole commune, c'est la plus ancienne des politiques, c'est la première des politiques de l'Union européenne. C'est aussi, comme le dit souvent Michel Barnier, la plus moderne. D'abord parce qu'elle n'a jamais cessé d'évoluer et en plus elle concerne chaque Français, chaque pays, chaque personne de chaque pays par l'alimentation est concernée par la politique agricole commune. Nous disposions d'un budget de 65 milliards. La première exigence, c'est d'abord un budget qui soit à tout le moins conservé à euro courant. La deuxième exigence, c'est de lui garder un caractère communautaire. C'est sa force. Il y a des enjeux que l'on ne peut affronter que collectivement. Par exemple, les enjeux sanitaires doivent se traiter au niveau européen. Et là, nous avons de grandes inquiétudes sur la proposition de la Commission européenne parce qu'il y a toute une dimension de décommunautarisation de la politique agricole. C'est vrai pour le fonds unique,
avec une enveloppe libre laissée à l'initiative de chaque pays, ce qui objectivement les mettra en concurrence les uns avec les autres. C'est vrai aussi au niveau des définitions agricoles, la définition de l'actif agricole, des cultures pérennes, des prairies permanentes, etc., ou de la conditionnalité environnementale. Chaque pays ne peut pas faire les choses à sa guise, ça n'est pas possible. Donc la stratégie de la France, c'est d'abord de s'opposer à cette vision décommunautarisée et débudgétisée de la PAC. Et je peux vous dire que la France n'est pas seule. 17 pays ont signé une résolution pour maintenir un budget suffisant et un caractère communautaire. Et croyez-moi, on ne lâchera rien. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Santé, chers collègues. En Guyane, les patients meurent à l'hôpital. En Guyane, la santé n'est plus un droit garanti. Les médecins libéraux ne représentent que 18% des praticiens et 40% ont plus de 60 ans. Dès que l'on s'éloigne du littoral, l'accès aux soins disparaît. Le droit fondamental à la santé s'arrête aux frontières de l'enclavement. À cela s'ajoute une gestion défaillante des évacuations sanitaires. Un monopole d'Air France incompréhensible sur toutes les évacuations, l'arrêt partiel des prises en charge avec coque, des évacuations retardées ou impossibles et des patients mis en danger. Pourtant, la compagnie Air Caraïbes réalise déjà des évacuations sanitaires entre les Antilles et la métropole et pourrait intervenir au même titre si l'État prenait immédiatement ses responsabilités. Cette crise est aggravée par une instabilité chronique de la gouvernance, un turnover permanent des directeurs d'ARS, l'absence de continuité stratégique, pilotage à vue. Et pendant ce temps, le CHU de Guyane est maintenu dans une logique de rafistolage avec des mobilhomes installés sur l'hôpital de Cayenne sans vision à long terme et sans financement fléché. Madame la Ministre, les Guyanais exigent une stratégie, un plan de recrutement adapté aux réalités du territoire, un dispositif de retour au pays des étudiants et médecins guyanais et une sortie de la précarité administrative des PADU. Une gestion humaine et non comptable des évacuations sanitaires avec autorisation immédiate d'Air Caraïbes, au même titre qu'Air France, une stabilité des ressources humaines et une réelle continuité des soins, une transition rapide vers un CHU digne de ce nom avec une étude pour un nouveau site hospitalier. Je vous rappelle que le contexte est aussi extrêmement difficile avec les cliniques privées qui s'apprêtent toutes à fermer en Guyane. Quelles sont les décisions qui sont prises par ce gouvernement et par vous, Madame la Ministre? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castor. Je sais les difficultés de nos compatriotes guyanais et je sais que derrière ces difficultés d'accès aux soins, à chaque fois, se cachent des angoisses vraiment majeures. Et je salue votre travail de parlementaire sur ces sujets. Je voudrais vous le dire, malgré tout, qu'il existe une augmentation ces 10 dernières années de plus de 75% du nombre de médecins. Je sais malgré tout que ça reste compliqué. Avec la création du CHU, dont la décision a été prise, Monsieur le député, des perspectives professionnelles claires et structurantes sont engagées. La Guyane dispose également d'atouts forts puisqu'il existe des professeurs, des PUPH et leur rattachement à l'Université de Guyane renforcera cette attractivité pour les professionnels médicaux. D'autre part, la formation médicale va du coup se structurer très localement à partir du premier cycle, de la première année jusqu'à l'accueil futur des internes. Sur les évacuations sanitaires, elles répondent, vous le savez, en l'absence de filière de soins, à l'absence de ces filières de soins, même si la priorité et notre priorité reste le développement d'offres locales. Nous devons avancer sur ces EVASAN. Sur l'offre locale, nous devons aussi poursuivre le développement de la télémédecine, des plateaux techniques, des infrastructures ayant des missions médicales. Concernant EVASAN, vous l'avez dit, nous travaillons à un guichet unique. Le dossier relatif à Air Caraïbes est en cours de travail. On a bien identifié le sujet.
Et concernant la stabilité de la gouvernance, je vous comprends. Un nouveau directeur de l'ARS a été nommé récemment, M. Parent, qui est très engagé à faire avancer les sujets avec vous. Je veux le redire que j'ai débuté des réunions depuis les 2 mois que je suis ici avec l'ensemble des territoires d'outre-mer pour poursuivre le travail ensemble. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent M. Vincent Trébuchet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Agriculture, cela fait 2 ans qu'en tant que rapporteur du budget agriculture, je formule des recommandations pour renforcer le budget sous-doté de la lutte contre les maladies animales. Vous n'y avez jamais donné suite. Grippe aviaire, MHE, FCO, DNC, cette menace est maintenant structurelle. Pourtant, le 12 décembre dernier, vous avez encore écarté des amendements au Sénat qui auraient permis de doter enfin la lutte contre les épizooties des moyens nécessaires. La semaine dernière, j'ai donc fait usage de mon droit de contrôle sur pièce pour vérifier que votre entêtement budgétaire ne pénalisait pas, d'une manière ou d'une autre, le combat contre la dermatose nodulaire contagieuse. Votre ministère m'a transmis plusieurs centaines de documents qui témoignent d'une administration mobilisée, certes, mais d'une gestion principalement réactive. Parmi eux, un échange de mails internes est particulièrement inquiétant. Daté du 18 décembre dernier, il prouve que la constitution d'un stock national préventif de vaccins pour tout le cheptel français n'a jamais été ne serait-ce qu'envisagée avant cette date, malgré son coût négligeable. Seules les manifestations désespérées des agriculteurs vous ont enfin contrainte à agir. Pourtant, votre protocole n'est pas infaillible. Malgré les zones réglementées, le virus a sauté de la Savoie aux Pyrénées-Orientales. Une explosion de l'épizootie est donc possible et vous aurez beau prétendre le contraire, vous n'êtes pas prêt. À ce jour, seuls 3,5 millions de doses ont été commandées, dont une partie non négligeable ne sera livrée que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est à peine 20% du besoin potentiel. Les délais du marché public relatif à la constitution d'une réserve nationale auraient exigé une action immédiate de votre part dès le 1er juillet. C'était il y a 6 mois. Mais force est de constater que l'État n'use du principe de précaution que lorsqu'il entrave le métier de nos agriculteurs et flatte les dictates éco-socialistes. Madame la ministre, pourquoi n'avez-vous pas fait cette commande? Pourquoi n'agissez-vous que face à la colère des agriculteurs? Pourquoi devrait-il encore vous faire confiance? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Trébuchet. D'abord, je m'inscris mais totalement en faux contre vos propos. Et je vais vous dire pourquoi. Vous nous accusez d'être en défensif. Peu importe que le budget soit débloqué parce qu'il a été prévu budgétairement ou qu'il soit débloqué au moment où on a besoin. Lorsqu'il y a 1 an, la crise de la FCO et de la MHE a sévi en France. Le Premier ministre, Michel Barnier, a débloqué immédiatement 75 millions qui nous ont permis d'indemniser très rapidement tous les éleveurs. Lorsque la crise de la DNC, que nul ne pouvait prévoir, sauf peut-être le très diligent Vincent Trébuchet, lorsque la dermatose est arrivée, personne ne pouvait la prévoir, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Qu'avons-nous fait immédiatement? Nous avons débloqué des budgets pour commander des vaccins qui sont arrivés dans un temps record que chacun a salué, contrairement à Monsieur Trébuchet qui sait mieux que tout le monde comment fonctionne la dermatose. La vaccination s'est déclenchée dans les meilleurs délais. Et je vais vous dire, Monsieur Trébuchet, tout le monde a salué la réactivité du gouvernement dans cette affaire. Nous avons débloqué les budgets pour l'indemnisation des animaux perdus. Nous avons débloqué des budgets pour les pertes d'activité. Nous avons débloqué des budgets pour les vaccins. Nous avons débloqué des budgets pour les vétérinaires, pour la désinfection des bâtiments d'élevage. Je ne vous laisserai jamais dire que les budgets n'étaient pas au rendez-vous. C'est la solidarité nationale qui a payé et à juste titre. Pour le reste, monsieur le député, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que la vaccination se déploie. Et enfin, sur la dernière question, la généralisation. Si M. Trébuchet peut être la voix des milliers, des 125 000 éleveurs de France qui voudraient tous la vaccination généralisée, qu'il m'en donne la démonstration, j'irai vérifier moi-même sur preuve. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et nous le ferons si nécessaire. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Il a plus de temps, hein. Non, vous n'avez plus de temps, monsieur le député. La parole est à madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, les circonstances politiques nous amènent à siéger aujourd'hui pour assurer, par le vote de cette loi spéciale, la continuité de l'État et donc nous amène à cette séance de questions au gouvernement. Vous le savez, je suis une ardente défenseur des traditions de notre pays et il en est une qui, depuis des siècles, façonne notre calendrier. Je veux parler de la trêve de Noël. Nous le savons tous ici, le combat politique est rude, il est engageant, il est parfois éprouvant et pourtant il est grand car il trouve son origine dans la défense du bien commun et le service de nos concitoyens. Alors, en cette quasi-veille de Noël, en ces jours qui portent un message de paix et d'amour, d'espérance et de vie, je propose une pause dans le combat politique et de faire vivre dans cet hémicycle cette belle tradition de la trêve de Noël. Je vais donc utiliser ce temps de parole pour vous demander, monsieur le Premier ministre, de transmettre de la part de mon groupe, mais j'imagine de toute la représentation nationale, notre admiration, notre considération et bien sûr nos remerciements à ces milliers de personnes qui seront mobilisées durant ces jours de Noël, qui pour assurer la sécurité de notre pays et de ses habitants, qui pour continuer à soigner les malades, qui pour entourer les personnes isolées, qui pour transporter ceux qui vont rejoindre leur famille, et j'en oublie évidemment. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et chers collaborateurs de notre institution, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci beaucoup, madame la présidente de groupe. Monsieur le Premier ministre. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Marine Le Pen, je me demande où est-ce que vous trouvez toute cette énergie. Avec malice, c'est une manière de vous répondre. Évidemment, je m'associe à vos propos et je pense qu'ils sont consensuels sur l'ensemble des bancs pour saluer l'investissement de celles et ceux militaires, civils, agents de l'État qui vont, eux, travailler entre Noël et le jour de l'an et rendre le service public à la nation. Et donc, il faut que cette trêve de Noël soit respectée. J'aurai l'occasion de m'exprimer et de m'adresser aux Français ce soir, mais que cette trêve de Noël nous permet peut-être aussi de réfléchir et d'entrer un tout petit peu en nous-mêmes et en se disant au fond que si elle pouvait se poursuivre jusqu'au mois de janvier et permettre d'avoir une ambiance favorable sur les travaux de l'Assemblée nationale, tels qu'ils pourront se dérouler dès le 5 janvier, première semaine de reprise de nos travaux, cela pourrait être une bonne manière de remercier celles et ceux qui auront travaillé entre Noël et le jour de l'an, car précisément ils ont besoin d'un budget pour fonctionner l'année prochaine. En tout cas, Madame la Présidente Le Pen, joyeux Noël à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-François Rousset pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de la Santé. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suscite chez les médecins inquiétudes et interrogations, notamment autour des articles relatifs aux prescriptions des médecins de secteur 3 et des articles qui traitent de la nomenclature des actes médicaux. Ces inquiétudes surviennent dans un contexte que chacun connaît. La situation financière est préoccupante. Elle nous impose des efforts collectifs et partagés pour garantir la soutenabilité du système de protection sociale. Les dépassements d'honoraires représentent 4,5 milliards d'euros par an. Ils constituent un facteur reconnu d'inégalité aux soins. 75% des jeunes spécialistes s'installent en secteur 2. Ils sont conventionnés, autorisés à dépasser les tarifs opposables, parfois sans tact ni mesure. Face à cette situation, l'inaction n'est pas une option. Elle conduirait mécaniquement à une raréfaction de l'offre à tarifs opposables et à un transfert croissant de l'effort financier vers les patients, voire directement, soit via leurs complémentaires. Pour ces raisons, j'ai récemment remis au Premier ministre et à vous, Madame la Ministre, le rapport sur les dépassements d'honoraires écrit avec mon collègue Yannick Monnet. Dans ce rapport, nous présentons 10 propositions complémentaires qui, les unes après les autres, devraient permettre, si elles sont appliquées, d'améliorer la situation et à la rendre plus supportable.
Ces propositions, parfois interprétées de façon erronée, suscitent de fortes résistances. Parmi elles, l'article 26 bis cible un nombre très limité de praticiens, environ 800, qui exercent en dehors du cadre conventionnel avec l'assurance maladie, dit secteur 3. Les articles 26 ter et 26 quater répondent à une revendication des médecins qui, selon eux, est une des causes principales des dépassements, l'absence d'actualisation de la nomenclature des actes médicaux et chirurgicaux, attendue depuis 20 ans. Elle permet la hiérarchisation des actes et la fixation des tarifs. Le texte prévoit de préserver ce cadre tout en fixant un délai afin d'éviter les blocages. Madame la ministre, pouvez-vous préciser comment le gouvernement entend concilier responsabilité financière, équité d'accès aux soins et dialogue avec les professionnels? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Ries, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rousset. Merci pour votre question. Effectivement, nombreux médecins sont inquiets suite au vote de ce budget de la Sécurité sociale. Ça me permet de pouvoir redire ici les bonnes informations puisque pas mal de fausses circulent. Vous savez que ce texte est un compromis et après le vote, des articles ont disparu, notamment des articles qui ne faisaient pas plaisir aux médecins dans leur ensemble. Ces articles 24 et 26 ont donc disparu du texte. Il reste deux articles, 26 ter et quater, qui donnent la possibilité, par voie réglementaire, de revoir les tarifs de façon annuelle. Je voudrais le dire ici de façon très claire, la nomenclature est en cours de révision. Il n'est pas question de revenir avant la fin des travaux qui se font avec les professionnels. Je voudrais redire ici mon engagement à renouer de la confiance avec les professionnels, que ce soit dans le dialogue et avec les négociations conventionnelles et la caisse d'assurance maladie. Et concernant votre question sur les dépassements d'honoraires, là aussi, confiance, dialogue, négociation conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses pour les dépassements d'honoraires. La première, c'est les travaux de la nomenclature qui est en cours de révision. Le deuxième, c'est un travail que nous allons démarrer avec les professionnels pour qu'eux-mêmes se saisissent du sujet de ces quelques professionnels qui font des dépassements excessifs et qui grèvent le budget et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ensuite, vous savez que j'ai lancé la mission entre l'assurance maladie et complémentaire qui permettra d'alimenter aussi ces travaux concernant les dépassements d'honoraires. C'est donc avec les professionnels, mais aussi avec les parlementaires que nous allons travailler à ces sujets pour préparer le prochain budget de la Sécurité sociale de l'année dernière. Je voudrais vous saluer puisqu'avec Monsieur Monnet, vous avez remis un rapport faisant des propositions sur ce sujet qui seront évidemment travaillées. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur René Pilato pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la France affiche pour la première fois depuis 50 ans un déficit commercial sur l'agroalimentaire. Notre pays a moins exporté, plus importé pour se nourrir en 2025. Pour celui qui était le grenier de l'Europe, encore un déclassement, encore une humiliation. Nos agriculteurs qui savent que nous sommes à leur côté ne vivent plus dignement de leur travail et à juste titre entrent en résistance. Mesurez la force de leur colère dans le pays et sachez que notre liberté passe aussi par une agriculture nourricière autosuffisante. L'accord Mercosur mettrait nos producteurs les plus vertueux face à une telle concurrence déloyale qu'ils n'y survivraient pas. Le président Macron n'a rien fait depuis 8 ans pour les protéger et garantir notre production agricole en empêchant cet accord, allant même jusqu'à dire qu'il allait dans le bon sens. Une hérésie. Où est passée la voix de la France à l'international quand c'est Madame Meloni qui négocie le report du Mercosur? Une nouvelle humiliation. L'Europe a besoin d'une France dont la voix porte, d'une France qui s'élève dans ce grand déménagement du monde, d'une France qui respecte les accords de la COP 21 de Paris, d'une France exemplaire qui donne un cap et qui fédère. Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes au pouvoir contre la volonté du peuple, prenez en compte la force de sa colère, respectez la représentation nationale, ni report, ni aménagement. L'accord avec le Mercosur doit être rejeté. Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à ce que la France vote non à l'accord, clause de sauvegarde ou pas,
comme les députés l'ont voté à l'unanimité il y a un mois, sur proposition de résolution de la France insoumise, ici même, dans cet hémicycle. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai écouté attentivement votre question, j'ai tendu l'oreille. Et malgré le fait que la trêve de Noël vient de commencer, je n'ai entendu aucune expression de satisfaction, aucune expression de félicitations. Félicitations au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement qui ont évité que l'accord du Mercosur soit signé, qui n'a été signé ni au printemps, ni à l'été, ni à l'automne, et ni à Noël d'ailleurs, grâce au tour de force du président de la République en fin de semaine dernière à Bruxelles, est reconnu comme tel dans toute l'Europe. Félicitations aussi parce que, monsieur le député, nous ne nous contentons pas de nous opposer à cet accord en l'état, nous obtenons des concessions inédites au bénéfice de nos agriculteurs, que cet accord soit signé ou qu'il ne le soit pas. Engagement de la Commission européenne à imposer des mesures miroirs pour garantir la réciprocité dont nous allons veiller à la mise en œuvre. Engagement de la Commission européenne à augmenter les contrôles douaniers au sein de l'Union européenne et dans les pays tiers pour garantir que la frontière soit gardée. Et puis, vous l'avez évoqué, clause de sauvegarde qui doit permettre de protéger les agriculteurs français contre toute forme de déstabilisation qui pourrait les fragiliser. Alors c'est à moi, monsieur le député, de vous adresser une question avec toute la bienveillance qu'impose la trêve de Noël. Pourquoi à Strasbourg, les députés de la France insoumise ont été les seuls, avec les députés du Rassemblement national, à voter contre les mesures de sauvegarde pourtant attendues par les agriculteurs français? Merci beaucoup, monsieur le ministre. 2 secondes. Monsieur le ministre, vous irez raconter vos salades aux agriculteurs. Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Elle reprendra à 15 heures.